Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle et dernière édition du FIFIP Short au cœur du festival. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de non pas deux mais trois films. Tout à l'heure, nous rencontrerons Isée Sorel qui viendra en plateau discuter avec nous de son film Nostos Algos, un film documentaire long métrage. Nous suivrons aussi notre équipe lors d'une interview avec Jackie Goldberg, réalisateur du documentaire Hybride Flash Memory. Et tout de suite, bonjour Simon Rhys. Ce n'est pas la première fois que vous participez au FIFIP. L'année dernière, vous étiez déjà venu avec un court-métrage. Et cette année, vous revenez non pas avec un, mais avec deux films. Saint-Jean, qui est lui présenté en compétition officielle, et le film dont on va parler aujourd'hui, Diminishing Shine, qui est lui sélectionné à Contrebande. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Diminishing Shine, expliquer un petit peu aux gens de quoi il parle? Du coup, Diminishing Shine, c'est un petit film que j'ai réalisé juste après Saint-Jean, dans la foulée, avec une toute petite équipe. Et l'idée, c'était de raconter une histoire très courte, à la manière d'un conte, un petit peu, sur l'histoire d'une fille qui essaye de retrouver son frère qui a disparu. Du coup, qui va à sa rencontre, et c'est une rencontre avec son frère qu'elle n'a pas vu depuis un an. D'accord, donc c'est des frères et sœurs. Et c'est vrai qu'au long du court-métrage, on remarque qu'ils sont tous les deux fervemment amoureux de manière fraternelle en fait. Pourquoi vous avez choisi cette thématique-là, de parler d'un frère et d'une sœur qui s'aiment de manière fraternelle? Et d'où vient cette idée? Moi, l'amour fraternel, c'est un truc dont je parle dans tous mes films. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi. C'est ces liens qui nous unissent par le sang. Et du coup, là, je voulais pas que ça soit une histoire amoureuse, en fait. Je voulais presque qu'il y ait un truc d'une épopée, d'une sœur qui va retrouver son frère, quelque chose comme ça, quoi. Et c'était vraiment pas quelque chose d'amoureux, mais vraiment un amour de frères et sœurs, quoi. Ouais. Vous avez voulu parler d'une épopée, du coup, une sorte de voyage? C'est ça, parce qu'en fait, à la base, le film était beaucoup plus un conte qu'il ne l'est aujourd'hui, où du coup, il y avait presque un truc où elle arrivait dans une forêt mystérieuse pour retrouver son frère en traversant des épreuves et tout. Je voulais faire en fait à la fois un film fantastique comme ça et en même temps un film très réel, quoi. Et mélanger ces deux choses, ça me plaisait sans que ça soit dit vraiment tout le temps, quoi. D'accord. Ce que je te propose, si ça te dit, c'est qu'on jette un œil au teaser en fait, du film. Ok. Et voilà, comme ça on regarde ça, ça donnera un petit avis aux spectateurs. Voilà donc un court extrait, un plan finalement, extrait de ces nombreux plans qui composent le film. Tout le long du film, on va retrouver plusieurs éléments assez métaphoriques, dont un paquet de bonbons qu'on a pu voir pendant cet extrait. Qu'est-ce qui représente ces bonbons, ces dragibus? Pour moi, les bonbons, en fait, c'est vraiment le truc le plus associé à l'enfance, que ce soit déjà le goût très sucré, mais aussi la forme, la texture, quelque chose de très coloré. Et ça me plaisait qu'en fait, la fille dans le film, elle ramène son frère à ce paquet de dragibus. C'est-à-dire, on imagine qu'ils en mangeaient énormément tous les deux et tout, et que du coup, presque l'odeur des dragibus lui fasse penser à sa propre odeur à lui, quoi. Il y avait un truc comme ça sur l'enfance qui m'intéressait, du coup, avec les bonbons, qui pour moi était le meilleur exemple. Et même à la fin du film, on le voit, le garçon se transforme en bonbon carrément. Ouais, et elle en mange voilà, carrément. C'est ça. Elle mange un bout de son frère. C'est ça, c'est un peu l'idée. À la fois, c'est un truc très doux, c'est-à-dire un peu métaphorique. Voilà. Et d'un autre côté, il y a quand même l'idée d'une sœur qui mange son frère, quoi, pour revenir un peu dans le conte. Et voilà. C'est vrai. Et dans ce film, on voit pas, dans cet extrait, pardon, on voit pas la sœur de Diong qui s'appelle Pauline d'ailleurs. Et elle, pour le coup, elle est blanche de peau, en complète opposition à Diong qui lui est noir de peau. Est-ce que c'était un choix de casting? Est-ce qu'il y avait une valeur politique là-dedans ou pas du tout? En fait, pas du tout, parce que moi j'aime bien tourner avec des gens que je connais et que j'aime bien, qui sont des amis. Diong, il a joué dans plusieurs de mes films, et Pauline, je l'ai connue
en prépa. Et du coup, j'avais toujours eu envie de la filmer. Et là, elle s'est retrouvée dans le film. Et du coup, je les ai ramenés tous les deux sans y penser du tout. Et non, c'était pas. Mais après, c'est vrai que maintenant, quand je vois le film, ça me paraît évident qu'il y a quelque chose comme ça. Mais à la base, c'était pas du tout un choix réfléchi de Parce cette qu'il manière. y a une scène à un moment où on entend une foule en fait qui crie non 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 au FN. Ça, c'était voulu ou pas? Bah, non, en fait, c'est pareil, c'est un hasard de tournage, quoi. C'est-à-dire qu'on était parti tourner au but de Chaumont et il y avait une énorme foule qui est passée juste au moment où on tournait pour une manifestation, quoi. Et du coup, on l'a filmé et c'est vrai qu'après, ça faisait sens dans le film. Il y avait quelque chose qui faisait sens. Et des fois, c'est ce genre d'idées qu'on filme comme ça et qui après prennent un sens dans le film et qu'on découvre plus tard sans y penser réellement. C'est ça que vous créez avec ce qui vous entoure, quoi. C'est ça, exactement. C'est un film, il y a très peu de plans. Vous le voyez dans l'extrait, c'est juste un seul plan. Et du coup, le montage a été très long, mais en fait, tous les plans du film sont des plans qui ont été tournés. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres, quoi. Il n'y a pas eu de plans jetés pratiquement. D'accord. Et vous étiez beaucoup en termes de réalisation? C'était une grosse équipe qui... Toute petite équipe, en fait. Je devrais pas trop le dire, mais en fait l'histoire est assez comique parce qu'on venait de tourner Saint-Jean, qui est du coup un film avec pas mal de budget quand même, un film d'école, mais c'est-à-dire il y avait des moyens, de l'argent, et on avait loué le matos qui nous restait encore pour 2 jours. Et du coup on s'est dit on va faire un film en plus, et du coup on a pris la caméra à la main et on est parti tourner au but de Chaumont, mais du coup sans autorisation ni rien, on l'a tourné vraiment en sauvage comme ça et avec du matos qui était plus du tout assuré du coup ni quoi que ce soit, quoi. D'accord. Donc c'était un budget qui a été c'est pour ça qu'il est à contrebande d'ailleurs, il n'a pas été produit finalement. C'est ça, ouais. Après il y a une prod qui m'a rejoint pour la suite pour m'aider, quoi, à finir le film et à le diffuser. Mais à la base non, c'est un film qui a été totalement fait comme ça, juste avec l'envie de faire un petit film ensemble, quoi. Du coup c'est une toute petite équipe, quoi. Il y a une personne au son et 2 personnes à l'image et 2 comédiens et moi. Et le tournage, il a duré combien de temps Une journée. Une journée. En une journée, c'était plié. Plus une autre journée pour faire les scènes d'introduction avec les portables. D'accord. Ok. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup Simon Ries d'avoir répondu à nos questions. On souhaite une bonne et longue vie à votre film. Je vous invite maintenant, si vous voulez, à jeter un œil à un reportage qu'a tourné notre équipe, un sujet qui est sur un journaliste. Il est journaliste pour des magazines comme Vogue ou Les Inrecuptibles. Il a participé au Cercle de Canal+ pendant 4 ans. Mais il est aussi réalisateur. En effet, Jackie Goldberg a accepté de nous donner une interview pour nous parler de son film Flash Memory que l'on regarde tout de suite. Flash Memory, mon film, c'est un film documentaire et fictionnel à la fois, un peu hybride, où je fais le portrait d'une jeune femme américaine qui exerce la profession un peu particulière de cam girl, c'est-à-dire qu'elle gagne sa vie en faisant des shows d'exhibition sexuelle devant sa webcam, depuis chez elle, face à des clients virtuels. Cette jeune femme qui s'appelle Finlay Blake, en fait, je la connais depuis longtemps, depuis 12 ans. Je l'ai rencontrée à New York lors d'un voyage. J'ai déjà fait un court-métrage inspiré d'elle, mais pas du tout avec elle, une pure fiction. Et on est resté en contact. Et un jour, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, elle m'a dit qu'elle était devenue cam girl. Et ça m'a fasciné. J'ai été voir ce qu'elle faisait. J'ai eu envie de faire un film là-dessus. Et elle a été d'accord. Donc j'ai passé du temps avec elle, chez elle, pour voir. Ensuite, j'ai écrit le film comme une fiction. Et je suis allé tourner là-bas plusieurs semaines au Texas, donc elle habite à Austin. Tous les jours, j'ai été tourné chez elle comme j'aurais tourné une fiction, c'est-à-dire en faisant des scènes. Alors les dialogues n'étaient pas écrits au mot près. Et puis elle-même, elle jouait sa propre vie, donc c'est pour ça qu'on est dans un hybride. Alors le sujet du film, c'est évidemment le voyeurisme, mais moi j'ai tout fait pour ne pas faire un film voyeuriste, justement. Donc c'est là où mon regard à moi fait un pas de côté, je dirais. Il serait facile d'en profiter et de la filmer dans n'importe quelle position et de la filmer telle qu'elle se filme dans sa webcam, puisqu'elle se met en scène continuellement, c'est son métier, tous les jours, elle se dénude devant sa webcam. Et moi, je voulais apporter un autre regard par rapport à ça. Donc que ma caméra ne dédouble pas sa propre caméra à elle, même s'il y a quelques moments dans le film où justement en contrepoint, je montre ce que le client va voir pour qu'on voit ce que c'est. Mais moi, je voulais me détacher de ça et avoir une caméra aussi pudique que possible, qu'elle soit embellie par ma caméra, qu'elle soit jamais dans une position où elle soit laide, où elle soit mal à l'aise. Montrer son métier, mais pas seulement son métier. C'est pour ça que quand je présente le film, je dis
c'est pas un film sur une camgirl, c'est un film sur une jeune femme qui exerce le métier de camgirl, mais à part son métier, elle a une vie. Donc c'est son boulot, 5-6 heures par jour, mais le reste du temps, elle fait d'autres trucs, elle lit, elle s'occupe de son fils principalement, et c'est ça l'autre sujet du film, c'est qu'elle a son fils dont elle s'occupe, et c'est cette tension qui m'intéressait. En fait, mon film s'appelle Flesh Memory, et pour tout vous dire, le titre est venu avant même que j'ai l'idée de faire le film. Enfin, la toute première chose, c'est que j'ai eu envie de faire un film qui s'appelait Flesh Memory, et qui serait un film érotique. Et quand elle m'a raconté qu'elle était devenue camgirl, filmée, j'ai lié les deux, et je me suis dit, bon, Flesh Memory, ce sera ce film-là. Et ensuite, en découvrant sa vie, je me suis rendu compte que effectivement, elle avait des tatouages partout, que ce qui était important dans sa vie, c'était son rapport à son propre corps, et que son corps racontait sa vie. Il y a non seulement les tatouages, mais plus que les tatouages, pour moi, il y a sa cicatrice. Et il y a cette cicatrice qui traverse tout son cou et qui traverse sa poitrine, et qu'elle a eu à la suite d'un cancer, qui est un événement important de sa vie, qui est lié aussi à son fils, qu'on apprend au cours d'une discussion dans le film qu'elle a avec une amie à elle. Elle raconte comment elle a eu cette cicatrice. Whatever you need, it's alright. Whatever you need, it's alright. And if you go, I'll be right behind. Il y a un mot de Jean Renoir que j'aime beaucoup, qui disait à François Truffaut qu'il fallait réaliser les films comme on prépare des mauvais coups. C'est un film que j'ai fait sans attendre. J'avais pas envie d'attendre les financements parce que j'avais peur que le sujet disparaisse. Il était prêt à un moment, elle était là, sa vie c'était ça à un moment donné. Et si j'avais attendu d'ailleurs, le film n'aurait pas pu exister parce qu'aujourd'hui elle fait autre chose. Elle est plus camgirl et donc il fallait le tourner à ce moment-là sans attendre l'autorisation. Jackie Goldberg, donc, qui nous parlait de son film Flesh Memory, un documentaire, donc, un peu comme vous, Isée Sorel. Bonjour, merci de nous recevoir, de venir avec nous en plateau pour nous parler de votre film. Lui aussi, un documentaire, long métrage, un petit peu hybride, qui s'appelle Nostos Algos. Et ma première question est la suivante. Pourquoi Nostos Algos ? Alors, Nostos Algos, c'est les mots qui ont donné nostalgie en français. Et donc, c'est des mots grecs dont nostos signifie le retour et algos, la souffrance. Et en gros, la nostalgie, c'est la souffrance du retour impossible. Il est impossible de revenir sur les lieux et surtout dans les moments qu'on a vécus. Et c'est de ça dont parle le film, du coup ? Donc, le film traite de cette nostalgie et plus particulièrement à travers ma rencontre avec Yorgos, donc le protagoniste du film, donc une personne formidable que j'ai pu rencontrer il y a un peu plus de 2 ans maintenant, lors de mon premier séjour en Grèce, et à travers qui j'ai découvert ce pays. Et donc j'ai eu envie de raconter l'histoire parce que donc c'est un jeune grec qui habitait à Paris et qui a dû rentrer en Grèce et donc qui a dû subir de plein fouet cette nostalgie. D'accord. Et c'est cet événement-là qui vous a donné envie de faire le film ? Je pense qu'il y avait plein de choses, mais aussi un intérêt pour la Grèce dont on parlait beaucoup à ce moment-là, dont on continue à parler. Même si c'est un tout petit pays, il continue à cristalliser beaucoup d'interrogations et de tensions. Et pour moi, c'était aussi une porte d'entrée à cette période où on parlait beaucoup de la crise en Grèce, de Tsipras, etc. Il y a quelques échos dans le film, comme ça, de manière un peu impressionniste, comme une toile de fond. Mais justement, ils sont en toile de fond et de manière impressionniste parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la trajectoire de cette personne en particulier pour aborder ces thèmes-là. D'accord. Vous parlez beaucoup de toiles, d'images, etc. Vous aviez des inspirations peut-être visuelles sur ce film pour réaliser ce documentaire ? Par rapport à d'autres films, vous voulez dire ? Oui, évidemment. Je pense que c'est un film, comme vous avez dit, hybride et avec qui est fait de plein de bouts, de diverses choses, de diverses inspirations. Au niveau cinématographique, je pense que moi, j'aime beaucoup le cinéma russe, par Ajdanov, je pense qu'il y a quelques échos, ou aussi plutôt le cinéma asiatique dans l'aspect contemplatif, tout ça. De Happy Chapong, c'est cool, je pense, ou ce genre de film-là. Godard, évidemment, pour l'aspect, les cartons utilisés, parce que dans le film, j'ai voulu aussi montrer mes différentes sources d'inspiration littéraire. Et notamment en présentant les couvertures de livres qui m'ont accompagné au cours de l'écriture. Ce que je vous propose, si ça vous dit, c'est pour que les spectateurs puissent se rendre un peu plus compte de l'esthétique et du visuel du film, c'est de regarder du coup un bout d'extrait, un bout de quelques plans du film.
Voilà, on le sent dans cet extrait et tout pareil tout au long du film, pardon. La musique prend une place super importante dans le film, autant que d'ailleurs ces cartons littéraires, ce genre de choses-là. Citation musicale, et en fait, on a l'impression, un petit peu quand on regarde ce film, quand on regarde Nostos Algos, que la musique accompagne le voyage physique par un voyage sonore. Est-ce que c'était important pour vous, ça ? Alors oui, ça c'est vraiment les évolutions au cours de l'écriture. Voilà, on a toujours des idées et après, surtout, voilà, comme je suis dans la compétition contrebande, on n'a pas d'argent et donc c'est beaucoup de débrouille et de bricolage là encore. Et je pense qu'au départ, moi, en fait, Yorgos est musicien, comme on le voit dans le film, il joue du piano et il est aussi passionné de musique traditionnelle crétoise. Et donc je trouvais que voilà, la musique c'est aussi quelque chose en rapport avec la nostalgie. Et donc j'avais envie d'un traitement particulier tout ça, et notamment aussi par rapport à son histoire et à l'histoire de la Grèce à travers lui, que c'était ces multiples inspirations, à la fois la vision assez classique avec le piano, etc., la vision plus traditionnaliste sur ses origines par rapport à la musique crétoise qui est utilisée. Mais là encore, c'est un groupe, c'est des amis qui s'appellent Imam Baldi, qui nous ont filé gracieusement 2 musiques pour le film, qui reprennent beaucoup d'instruments traditionnels grecs, mais avec une dose d'électro, et comment en fait toujours ce truc, comment gérer et allier la tradition et des choses plus contemporaines. D'accord. Et donc ça a accompagné ce voyage aussi en ce sens-là. Et ça se ressent tout à fait tout au long du film. Et vous parliez de budget, parce que justement, si vous êtes inscrite si le film est inscrit à la compétition contrebande, c'est que du coup, il a été produit en dehors, on va dire, des sentiers battus. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour financer ce voyage et donc ce documentaire ? Alors oui, c'est toujours un peu les paradoxes, et à la fois très compréhensible quand on veut faire un film. C'est que on a une idée, voilà, et après on se dit on va voir un producteur, on va lui pitcher ça et tout va être super. Bon, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Et moi, comme j'ai pas fait d'études de cinéma, j'avais même pas du tout le circuit habituel où on commence à présenter ses projets d'école, etc. Donc moi, en fait, j'ai plutôt fait des assistanats, là encore, de manière un peu de contrebande, parce que c'était plutôt au théâtre ou dans la performance, voilà. Et donc ce film, je l'ai réussi grâce à l'amitié, on va dire, de personnes que j'ai pu rencontrer et convaincre de me faire confiance, voilà, mais en dehors de ces circuits habituels. Et pour le minimum d'argent nécessaire, voilà, je sais pas, pour les billets d'avion, pour juste les soins logistiques. Là, j'ai fait passer ça pour un film d'école, voilà, à travers moi, puisque j'étais encore étudiante, l'an dernier, enfin il y a 2 ans. Et aussi par un crowdfunding qui là trouve pour moi un peu son sens par rapport non, je vais rien dire. Voilà. Un crowdfunding qui a du coup bien marché parce qu'il a dépassé les 100% finalement. Ouais, souvent ils nous disent qu'il faut faire ça puisqu'on a des frais. Oui. Et ils ont raison. Oui. Écoutez, merci beaucoup Isée d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ces 3 épisodes de Fifip Short au cœur du festival, et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition. Bonsoir.